Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà là dans notre cours sur l'étude d'un système que nous avons dit que nous allons faire toutes les semaines. Alors je vous prie de suivre très attentivement. C'est un système pas difficile, l'unité de tronçonnage pour d'autres. Ils ont déjà eu à rencontrer ce système. Donc nous allons aller. C'est un devoir de contrôle numéro 1. La discipline, c'est toujours la technologie. Le ministère de l'Éducation, commissariat régional de l'éducation de Tunis, donc c'est pour un devoir qui revient de Tunisie. Le lycée BEB, 9 avril de Tunis. Aucune documentation n'est autorisée. L'utilisation de la calculatrice est permise. Donc il y a 6 pages de dossier technique dans ce devoir et il y a 8 pages de dossier réponse. Le travail demandé, c'est dans la partie génie mécanique, page 1, page 2, page 3, page 4, 10 points. Et partie génie électrique, page 5, page 6, page 7, page 8. Mais nous allons juste nous appuyer sur la partie mécanique, donc dans le génie mécanique. Donc voilà comment se présente le système, l'unité de tronçonnage automatique des barres. Ça c'est la présentation du système en vue 3D. Les barres sont là. Voilà, les barres sont là. C'est dans cet endroit-là qu'on tronçonne les barres, si je peux dire. Quand on tronçonne les barres, il y a un moteur MT2. D'accord? Ça, c'est une vue, voilà. Une analyse externe. Qu'est-ce que je dis? Une vue d'ensemble, si je peux dire. Une vue d'ensemble. On tronçonne les barres ici. Les barres arrive par gravité jusque sur, je crois, cette cavité là. Après de cette cavité là, elle coulisse comme ça, elle coulisse et elle se transforme. Ici je vois même déjà il y a une règle qu'on peut voir. Voilà, donc c'est un peu ça. On va lire le fonctionnement, d'accord, ou bien c'est la présentation du système. Pour assurer le découpage des barres d'acier pour le besoin d'un atelier de construction métallique, atelier de soudure, on se sert d'une tronçonneuse automatisée. D'accord? Les barres de longueur 6 mètres, donc ces barres-là, arrivent par gravité sur une rampe, plan incliné. Le découpage à la longueur L est réalisé comme suit. L'opérateur règle la longueur L sur la machine à l'aide de l'équerre de fin de course. Le serrage de la barre est fait par un étau dont le mort mobile est commandé par le vérin C2. Le vérin C2, le mort mobile, ici, le serrage de la barre est effectué par un étau. Donc le mort mobile est commandé par le vérin C2. Donc ça c'est l'étau. Voilà, qui serre la barre. L'avance de la barre est assurée par l'écrou pousse-tube commandé par le moteur MT1. L'écrou pousse-tube commandé par le moteur MT1. Le moteur MT1 est là. L'écrou pousse-tube. L'avance de la barre est assurée par l'écrou pousse-tube commandé par le moteur MT1. L'écrou pousse-tube est là, d'accord? Et c'est le moteur MT1 qui commande cet écrou-là, qui le pousse, je crois, qui le fait coulisser sur ces deux barres-là, d'accord? La montée et la descente de la tronçonneuse sont effectuées par les vérins C3. Montée et descente de la tronçonneuse, vérin C3. La tronçonneuse fonctionne grâce au moteur MT2. La rotation de la tronçonneuse est donnée par le moteur MT2, c'est ce que j'ai dit. D'accord, on passe à la description du mécanisme d'avance des barres.
voir le dessin d'ensemble, page 6, on va arriver. Le moteur MT1, voilà ce moteur, d'accord? Tableau de caractéristiques d'un moteur, voilà ce moteur. Le moteur MT1 entraîne en rotation la vis d'entraînement 17 par l'intermédiaire du système poulie croix-crottée 1, 9, 4. Le système vis-écrou 17-16 assure la transformation du mouvement de rotation en translation de l'écrou pouce-tube 20, lié au coulisseau 13, fait déplacer la barre. Le moteur MT1 entraîne en rotation la vis d'entraînement 17. On va regarder tout ce qu'ils ont dit là. Le moteur MT1 entraîne en rotation la vis 17 par l'intermédiaire du système poulie croix-crottée. Voilà le système. Je vais essayer de le faire pivoter. Voilà. Donc le moteur MT1 entraîne la vis 17 par l'intermédiaire du système poulie croix-crottée. MT1 il est là, c'est le moteur. Il entraîne 17 qui est là par l'intermédiaire du système poulie croix-crottée par l'intermédiaire d'ici. D'accord? C'est ce qu'ils nous ont dit. Par l'intermédiaire du système poulie croix-crottée. Le système vis-écrou 17-16 assure la transformation du mouvement de rotation translation de l'écrou pouce-tube. Donc le système vis-écrou 17-16. C'est eux qui assurent la transformation en rotation de rotation-translation. Le système l'a dit 17-16 vis-écrou. 16-17, d'accord, assure la transformation de la rotation en translation. D'accord? Donc, 17, on sait qu'il tourne. 17, on sait qu'il tourne. Et quand il va tourner, l'autre va coulisser. Quand 17 va tourner, tout le bloc de 16 là va coulisser. D'accord? Parce que je vois ici, là, il y a une forme là déjà. Si tous on peut voir. Une forme de filetage sur 17. J'espère que tout le monde suit. Le système 17-16 assure la transformation du mouvement de rotation en translation de l'écrou pouce-tube. Lié au coulisseau 13 fait déplacer la barre. Et le tout lié au coulisseau 13, ça fait déplacer la barre. D'accord? Là, c'est le fonctionnement. Alors, on va aller maintenant sur l'analyse interne, d'accord? Dans d'autres cours, on avait parlé de l'analyse externe, mais là, nous allons parler de l'analyse interne d'un système. Donc, je disais que nous sommes là dans notre analyse interne. Alors, nous allons faire le diagramme FAST, d'accord? On a la partie A, génie mécanique, en se référant au dossier technique et au dessin d'ensemble, mécanisme d'entraînement de l'écrou pouce-tube. Complétez le diagramme FAST ci-dessous relative à la fonction technique FT1. Inscrivons les fonctions techniques ou les composants manquants. FT1 nous dit entraîner l'écrou pouce-tube 20. D'accord? Donc, pour entraîner l'écrou pouce-tube 20, comment on procède? On procède en transformant ou transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. Donc pour entraîner ça, on transforme l'énergie électrique en énergie mécanique. Comment on transforme l'énergie électrique en énergie mécanique? Un composant, c'est grâce
à quoi? Au moteur. Donc, grâce au moteur, nous transformons l'énergie électrique en énergie mécanique. On mettra le moteur MT1. Si c'est MT1, si c'est MT2, MT2. Donc, entraîner le pouce-double. Comment on fait? En transmettant ou transmettre le mouvement de rotation de l'arbre 2 à la vis 17. Transmettre le mouvement de rotation de l'arbre 2 à la vis 17. Comment on va transmettre? En liant ou lier la poulie 1 à l'arbre 2. Donc en liant la poulie 1 à l'arbre 2. En transmettant le mouvement de 2 à 17, en liant la poulie 9 à la vis 17. On commence par là, en liant la poulie 1 à l'arbre 2. À l'arbre moteur 2. Les composants. Liant la poulie 1 à l'arbre moteur 2. Liant la poulie 1 à l'arbre moteur 2. Qu'est-ce qu'on a utilisé pour lier la poulie 1 à l'arbre moteur 2? Je vois qu'il y a une goupille ici. La goupille, elle supprime la rotation déjà. D'accord? Elle supprime la rotation. Elle supprime aussi la translation. On n'a pas qu'utilisé que la goupille. On a aussi utilisé aussi l'épaulement sur l'arbre 2. Donc on mettra goupille 3 et épaulement sur 2. Donc les composants, goupille 3, épaulement sur 2. Transmettre le mouvement de 2 à 17. Qu'est-ce qu'on a dit? Transmettre le mouvement de 2 à 17. Transmettre le mouvement de 2 à 17. C'est le système poulie courroie cranté. D'accord? Donc on dira le système poulie courroie cranté. On va donner l'autre là, les poulies. 1. Deuxième poulie, c'est quoi? 9. Et la courroie, 4. Donc, le système poulie courroie cranté pour numéroter les 3. On dit encore, en liant la poulie 9 à la vis 17. Excusez-moi. Liant la poulie 9 à la vis 17. Poulie 9 à 17. Qu'est-ce qu'on utilisait pour lier? Moi, je vois. Il y a d'abord l'épaulement sur le 17 lui-même. Il y a la clavette 8. D'accord? Il y a l'écrou 6 et il y a la rondelle 7. Donc, on dira, pour lier les composants, il y a écrou 6, rondelle 7, clavette 8 et épaulement sur 17. Maintenant, on tombe ici à FT13. D'accord? On veut entraîner l'écrou pouce-tube. On a dit, on transforme l'énergie électrique en énergie mécanique. On a dit encore, en transmettant le mouvement de rotation de l'arbre 2 à la vis 17. On veut tomber ici, on veut compléter ici. Or, on se rend compte qu'il y a déjà cette partie qui est complétée. Donc, cette partie-là nous donne cette partie-là. D'accord? On se pose comment la question pour arriver à cette partie-là. Par exemple, ici, entraîner les coups pouce-tube. Comment entraîner les coups pouce-tube? On dit en transmettant le mouvement de rotation de l'arbre 2 à la vis 17. Comment transmettre le mouvement de rotation de l'arbre 2 à la vis 17? En liant. Donc, c'est comment? Donc, ici aussi, on se pose la question comment? On a trouvé ici. Maintenant, pour revenir, on va se poser la question pourquoi on utilise 2 coussinets 19. On va repartir dans le schéma pour voir pourquoi on utilise 2 coussinets 19. 19 est là. Pourquoi utiliser 2 coussinets 19? 19 est là. Là, c'est le premier coussinet 19. Deuxième coussinet 19 est là. Pourquoi utiliser? Pour guider, d'accord, en rotation, la vis 17 par rapport aux autres. D'accord? On va écrire ici
guidé en rotation 17. D'accord? Guidé en rotation 17. Donc, pour guider en rotation 17, on va utiliser 2 coussinets 19. Translater en translatant l'écrou pouce-tube 20. Comment? En interposant une liaison hélicoïdale. Les composants de la liaison hélicoïdale. Donc, comment interposer une liaison hélicoïdale? D'accord? Translater l'écrou pouce-tube en guidant le coulisseau 13 en translation. En guidant le coulisseau 13 en translation. Comment translater l'écrou pouce-tube? En liant l'écrou pouce-tube 20 au coulisseau 13. D'accord? On interpose une liaison hélicoïdale. Comment? Voilà, donc je disais, on va se poser la question comment interposer la liaison hélicoïdale. D'accord? Il y a 2 cas ici. Donc il y a 2 composants, si je peux dire, 2 groupes de composants qui nous ont permis d'interposer la liaison hélicoïdale. D'accord? Déjà, quand on vient ici, on va se rendre compte que la liaison hélicoïdale est là. D'accord? Quand je regarde déjà, le premier groupe de composants, c'est grâce à l'écrou que la liaison hélicoïdale a été créée. S'il n'y avait pas l'écrou, il ne devait pas avoir liaison hélicoïdale. Donc grâce à l'écrou, écrou 15, écrou plutôt 16, la liaison hélicoïdale a été créée. Mais également, s'il n'y avait pas cette barre-là, il n'y avait que l'écrou, on devait voir que tout ce bloc-là allait tourner également avec 17. Donc cette barre-là nous a permis à éliminer la rotation de tout ce bloc-là, nous a permis également, favoriser également donc la liaison hélicoïdale. Donc, premier c'est grâce à l'écrou 16, on va écrire ça. Vous écrivez ici écrou 16, d'accord? Et deuxième c'est grâce à la barre à la barre 15. La barre 15 aussi nous a permis. Toute cette barre 15 là qui est fixée ici, elle aussi nous a permis à favoriser la liaison hélicoïdale. Après, on a guidé le coulisseau 13 en translation. Guider le coulisseau 13 en translation. Comment on va faire pour guider le coulisseau 13 en translation? On se rend compte que c'est grâce à 14. 14, c'est un coussinet. D'accord? Il est monté fixe à l'extérieur, mais à l'intérieur, il est monté avec jeu, permettant de faire coulisser tout le bloc là. Donc 13, guidé en translation, c'est grâce au coussinet. Également, je crois aussi dans la nomenclature, on n'est pas numéroté cet élément-là. On n'est pas numéroté 14. Donc 14, écrivez ici la coussinet. Après, on a lié les groupes pouce-tube. Comment lier les groupes pouce-tube 20 au coulisseau 13? Comment lier les groupes pouce-tube 20? Ça est là. Les groupes pouce-tube 20 au coulisseau 13. Suivez-moi bien. 13, ici, dans cette vue-là, elle est là. Mais si je regarde dans la vue, je tourne pour qu'on soit tous fixés. Voilà. 13. Dans cette vue-là, elle est là. C'est cette pièce-là. Mais si je regarde dans la vue de gauche, 13, c'est tout ce bloc-là. Tout ce bloc-là. Je ne sais pas si vous voyez comme moi, mais je m'explique. Regardez, je prends la projection à partir d'en bas ici, là. Je vous ai dit, lorsqu'on traite un exercice, il faut être malin. Je prends la projection à partir d'en bas ici. Si je prends la projection, je viens tomber ici. Vous voyez? Et je sais que tout ça, c'est 13. Regardez les hachures. 13, c'est ça, c'est cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là aussi. D'accord? Donc, si cette partie-là, c'est 13. Ici aussi, c'est 13. Ici aussi, c'est 13. Autre explication. Cette partie-là, on reconnaît que ça, c'est 17. D'accord? Si je fais la projection, je tombe ici, là. Donc, c'est ceux qui ont mieux ici, là,
qui 17, on voit même déjà les symboles du filetage. D'accord? Donc, le rond là, le cercle là, on a assuré comme ça, c'est 17. D'accord? Et si je regarde tout autour de 17, d'accord? Tout autour de 7, ici là, qu'est-ce que tout autour de 17, c'est quoi? C'est 16. Donc tout autour de 7, c'est 16. Et tout autour de 16, il y a quoi? Il y a 13. Donc tout autour de 16, il y a 13. Et donc, on regarde, 13 c'est tout ça donc. Finalement, 13 c'est tout ça. Et on se rend compte que 13 est lié avec cette partie-là. Donc 13 est lié avec 20 grâce à la vis là. D'accord? Donc qu'est-ce qui assure la liaison? C'est grâce à la vis là que 13 est lié avec 20. On regarde sur toutes les vues lorsqu'on traite un exercice. D'accord? Donc c'est ça. Diagramme face terminé. On passe sur 2. Indiquer les surfaces et les éléments assurant le MIP et le MAP des assemblages suivants. Le MIP, c'est la mise en position. Le MAP, c'est le maintien en position. Donc, l'assemblage couvercle 5 et le corps 10. Qu'est-ce qu'il y a sur le MIP et le MAP? Couvercle 5 et corps 10. Couvercle 5, excusez-moi, on va partir sur le dessin d'ensemble. Je fais pivoter rapidement. Couvercle 5. Excusez-moi, je suis un peu grippé là. Couvercle 5. Couvercle 5 et corps 10, on a dit. Qu'est-ce qu'il y a sur le MIP et le MAP? C'est mieux que je bascule ça comme ça. Couvercle 5, c'est ce couvercle là. Corps 10. Qu'est-ce qu'il y a sur le MIP et le MAP? Donc couvercle 5 c'est ça, corps 10 c'est ça. Couvercle 5 c'est ça, corps 10 c'est ça. Et on se rend compte qu'il y a une liaison entre les deux, ici et ici. Donc qu'est-ce qu'il y a sur la mise en position? Qu'est-ce qu'il y a sur le maintien en position? La mise en position, on peut regarder que c'est la goupille. La goupille n'assure pas un maintien en position, ça ne maintient pas en position, mais ça assure la mise en position. Donc c'est grâce à la goupille que le couvercle 5 et le corps 10 sont mis en position. Donc ils sont mis en position. J'espère que vous comprenez un peu voilà, ma façon de parler. C'est grâce à la goupille qu'ils sont mis en position. Mais c'est grâce à la vis qu'il y a le maintien en position. La goupille ne peut pas assurer le maintien en position. Parce que si on mettait deux goupilles seulement, vous voyez voir que le couvercle pouvait tout s'enlever. Mais quand on a mis maintenant la vis, là, on s'est assuré que là, il ne peut plus avoir un retrait du couvercle. Donc, le MIP, c'est pas goupille. Et le MAP, c'est pas la vis. On doit aussi voir le MIP et le MAP de l'ampoule réceptrice 9 et 17. 9 et 17, oui, 9. 17 est là, donc 17 c'est cette vis là. 9 est où? 9 c'est la poulie. Alors qu'est-ce qu'il y a sur le MIP? La mise en position. Je vois que la mise en position, il y a l'autre là, l'épaulement là déjà, qui assure la mise en position. Donc ça vient, ça nous permet la mise en position. D'accord? Ça nous permet la mise en position. Il y a l'épaulement, il y a la clavette. La clavette, d'accord? La clavette nous permet la mise en position. Maintenant, le MAP, le maintien en position, il y a l'écrou et la rondelle. D'accord? L'écrou et la rondelle nous permet le MAP, le MIP, l'épaulement, la clavette. J'espère que tout le monde suit. On va passer là. Excusez-moi. C'est quoi ça? Schéma cinématique, voilà, je vais diminuer légèrement. Schéma cinématique, compléter les classes d'équivalence suivantes. A est composé de 5, de 11 et de 18. 5, 11, 18. Donc, on va compléter les classes d'équivalence. 5, 11, 18. Ici, je fais vite basculer.
5, 11, 18, 5, 11, 18, 5, 11, 18, 5, 11, 18. Je vais réduire légèrement. Cinq est là. D'accord? Cinq est là, le couvercle. 11, c'est ça. 18, 18, oui, 18, c'est ça. D'accord? Oui, c'est également une classe d'équivalence parce que 5 est lié fixe avec ça lié fixe avec ça lié fixe avec ça lié fixe avec ça. Donc, on va donner les classes d'équivalence. Donc, je peux dire, on a 5, on a 11, on a 18, mais également, on a le 10, d'accord? On a le 10, on a Concorde. On a même le moteur. On a même le moteur, d'accord? MT, hein? On a le 10, on a Concorde. Donc, notez déjà, hein? On a le 10, on a le 5, on a le 11, voilà, là, je sais plus. Donc, on a le 5, on a le 10, on a le 11, on a le moteur, on a quoi encore? On a quoi encore? On a le 14, donc la vis là. On a le 18, d'accord? Et vous prenez aussi les vis. Les vis, on a le 12. On a le 26, le 25. On a le 23, la goupille. De tout ça, ils sont fixes. On a dit les classes d'équivalence, c'est l'ensemble des éléments qui sont fixes liés par les éléments d'assemblage. D'accord? Donc là, on va prendre aussi avec les éléments d'assemblage. Donc, on a le 5, on a le 25, on a le 26, on a le 10, on a le moteur, on a le 11, on a le 12, on a le 14, on a le 18. Donc tout ça, c'est la classe d'équivalence avec le 5. Donc on va prendre l'autre classe d'équivalence. C'est quoi l'autre classe d'équivalence? Le B, c'est le 6, 17. 6, 17. B, 6, 17. 6, 17. 6. Et si on n'a pas quelque chose d'autre ici, hein? C'est juste 6, 17. Hein? 6, 17. D'accord? 6, 17. Le 6, on a 6. On a la rondelle 8 et la rondelle 7. Ceux qui sont fixes. La rondelle 7. On a la clavette 8. On a 9, la poulie. D'accord? Donc toute cette partie-là déjà c'est fixe. On vient ici là. On a 17, 17, c'est tout. Donc toute cette partie-là qui forme la poulie là c'est fixe ici. Et 17. D'accord? On va prendre encore un autre. C, on a 13, 14. C, 13, 14. 13, 14. 13, 14. Donc toute cette partie-là. D'accord? C'est un peu comme ça. Toute cette partie-là, 13, 14. 13, 14. 13, donc on a 13. On a lui-même 14 qui est monté serré avec lui. D'accord? On a aussi les coups qui est monté serré. Donc 13, 14, 16. Et on vient ici sur la vue, comme je vous ai expliqué sur la vue. On a la vis elle-même qui est là. D'accord? Qui dit 13 et 20. Donc 22, 20. D'accord? Et le 21 aussi. Très bien. Et après, le dernier, on a
oui. Le 2. Eh, 2. Le 2. Voilà le 2 en question. Ah, le 2 est là. Donc, qu'est-ce qui est fixe? C'est le 2, il y a la copie, il y a le 1. D'accord, copie 1. Il y a encore. Voilà, copie 1. C'est tout, je peux dire. Là, on a pris le moteur monté. Le moteur là est monté serré avec cela. Donc, le moteur ne peut pas, c'est juste l'arbre moteur qui tourne. Donc, on va prendre le 3 et le 1. D'accord, j'espère que tout le monde a vu comment on fait pour les classes d'équivalence. On va passer à autre chose. Pour les classes d'équivalence, il y a compléter le graphe des liaisons et schémas cinématiques. C'est pas compliqué aussi. Entre A et D, c'est quelle liaison? D'accord? Là, par exemple, on a A et C. Donc, on va voir A et B. A et B. Donc, 5 et 6. A et B. Et 5. 5 est là. Et 6. 6 est là. 6 c'est tout ça. 6 c'est tout ça. 5 c'est tout ça. On voit que c'est une liaison pivot grâce au coussinet. Liaison pivot. 5 et 6, liaison pivot. A et B, liaison pivot. A et C. A et C, 5 et 13. 5, 13 est où? 13 est là. 13 est là. 5 est là. D'accord? Liaison de translation. D'accord? Liaison de translation. Ici. Liaison pivot, liaison de translation. C et B. C et B. 13 et 6. 13 et 6. Et c'est quoi ça? 13. Excusez-moi. Et 6. Donc ça. Et 6, les hélicoïdales. D'accord? Ici, là. Les hélicoïdales. Donc tout le monde suit. Les hélicoïdales, CB et la pivot. Maintenant, il vous suffit de compléter juste le schéma cinématique là. Ah bah. Voilà, là c'est le schéma cinématique. Le schéma cinématique, donc ici là, c'est la liaison entre le moteur et le carter. Donc je crois que c'est une liaison fixe. Vous allez faire comme ça, liaison fixe. En haut ici là, je crois que c'est la liaison entre 17 et le carter. Donc c'est une liaison pivot. Pivot, ça tourne dans ce sens-là. Voilà, 17 tourne dans ce sens-là. D'accord? Donc, 17 tourne dans l'axe là. Tourne autour de l'axe là. Donc, vous allez faire ça. Un trait pour relier les deux. Un petit trait en haut, un petit trait en bas. Et voilà, vous collez les deux traits du carter. Ici, là, ce sont les liaisons fixes. Donc, vous allez faire ça et ça, liaison fixe, parce que les poulies sont toujours fixes. Ici, là, c'est une liaison hélicoïdale. On connaît, donc vous allez faire un rectangle et la trace au milieu. Ici, glissière, un rectangle tout court et voilà, ça passe. Et après, on descend. Il y a l'étude de la liaison pour la liaison entre les classes A et C. D'accord? Entre A et C. A c'est 5, C c'est 13. Donc la liaison entre 5 et 13. 5 c'est le caractère là. 13 c'est ça. Donc c'est la liaison glissière qui est ici grâce au coussinet. D'accord? Liaison glissière, c'est l'étude de la liaison. Le mouvement de possible, c'est la translation. Les formes des surfaces en contact sont cylindriques. Nature du contact, il est indirect grâce au coussinet. Type de frottement, c'est glissement. Proposer deux autres solutions pour assurer la liaison entre A et C. D'accord? Deux autres solutions à part le coussinet. On va revenir ici. Et là, la liaison. Deux autres solutions. On peut enlever le coussinet court. On enlève le coussinet et on crée un ajustement avec jeu qui nous permettra un mouvement de translation. Ça, c'est une possibilité. Solution constructive. Ou encore,
on peut enlever le coussinet et on remplace par un roulement linéaire, d'accord, pas des roulements, voilà, un roulement linéaire. Le roulement linéaire, lui, il permet seulement le mouvement de translation. Donc, on met un roulement linéaire ici, des roulements linéaires, qui nous permettra le mouvement de transformation dans leur alisage, d'accord. Donc, ça, c'est deux solutions constructives qu'on a pu proposer. On passe à donner le rôle et donner le nom et le rôle de la pièce 14. On sait que c'est un coussin à colorette. Le rôle, c'est vrai que c'est permettre, voilà, guider en rotation. Mais dans notre schéma ici, dans notre système ici, là, c'est permet de guider en translation. Donc, vous allez écrire guider en translation. Proposer des ajustements pour le montage de la pièce. Alors, les ajustements pour le montage de la pièce. D'accord, pour les ajustements pour le montage de la pièce, il faut avoir le tableau. Pour ceux qui avaient assisté au cours spécial, on avait donné le tableau de choix des ajustements. Donc, il est là le tableau. Donc, voilà. Donc, nous pouvons faire l'ajustement avec la colonne 15, 14 et la colonne 15. On repart dans le schéma pour bien voir. 14, ça, le coussinet, et la colonne 15. D'accord, c'est ça la colonne 15. On sait que c'est un mouvement glissière. Le mouvement glissière se passe dans l'alisage. Donc c'est un ajustement avec jeu, mais permettant juste le mouvement glissière. D'accord. Dans le tableau, on va à la partie de cas ordinaire des pièces tournant ou glissant dans une bague ou palier. D'accord. Tournant ou glissant. Donc c'est dans cette partie-là. On prend F. Et F, on va prendre F6. Si on prend F6, si on fait la projection en haut, on va tomber sur H6. H6 ou encore H7. Donc on peut prendre H7, F6. Donc devant H7, F6, vous allez juste mettre la dimension là. Donc vous prenez juste la règle, vous prenez la dimension là. C'est la cote nominale. Après vous mettez H7, F6. Donc ça c'est l'ajustement qu'on a trouvé. Permettant le jeu moyen ou moins important. Donc ajustement, puisqu'on n'a pas les dimensions, on va juste mettre H7, F6, type d'ajustement avec jeu. Ajustement avec le coulisseau 13, donc à l'extérieur de 14. On sait qu'avec le coulisseau 13, c'est serrage. Donc 14 et 13, c'est serrage. D'accord. Serrage, si on prend serrage, on va partir dans la partie. Parce qu'on sait qu'il doit avoir un grand serrage, pas des petits serrages. Parce que ce qui est monté en haut du 13 là, c'est le pouce-tube. Et le pouce-tube va pousser le tube. D'accord. Donc les efforts vont être de cette manière-là, avec cette direction-là. Voilà. Les efforts vont être avec cette direction. Donc ça va avoir tendance de vouloir détacher le 14 et le 13. Donc il faut que 14 et 13 soient bien serrés. Donc on va prendre le serrage à la presse. Donc le serrage à la presse, on va prendre P, P6. Et si on fait la correspondance jusqu'en haut, on va tomber sur H7. Donc on va prendre H7, P6. H7, P6. L'ajustement H7, P6, devant, je vous ai dit, vous mettez juste le diamètre. H7, P6, type d'ajustement avec serrage. Voilà, on a fini avec ça. On passe à la cotation fonctionnelle. La justification de la présence des codes fonctionnels. D'accord? On a JA. JA ici, là, c'est ce petit espace que vous voyez au milieu ici, là, le petit espace là. Donc, après que l'arbre soit horizontal, il va faire un petit épaulement. Donc, la distance entre son épaulement là et l'autre là, comment on appelle ça, la rondelle là, c'est le petit espace là, c'est notre JA, notre code condition JA. Maintenant, ce JA là, si on me dit de justifier sa présence, c'est pour éviter les contacts surabondants entre l'arbre là, d'accord, entre l'arbre et la rondelle. Donc, éviter les contacts surabondants entre l'arbre et la rondelle, parce que là ils sont déjà en contact. Si là encore ils sont en contact, c'est pour éviter juste les contacts surabondants et pour le démontage aussi de on peut dire aussi code pour le démontage voilà, du système. Donc pour pouvoir démonter aussi, on met souvent cette cote là. Donc voilà la justification.
Et JB, c'est un dépassement, d'accord? Si vous voyez, c'est le dépassement. Si on les imaginez-vous qu'il n'y ait pas le dépassement là. Ça devait être compliqué pour le 6. Donc, c'est pour éviter le retrait facile de 6. Voilà, cette cote JB, c'est pour éviter le retrait facile de 6. Et JC, voilà, JC, c'est cette cote ici, la cote condition ici. Voilà, c'est une cote pour le montage de la vis. Donc, c'est la fin du taraudage. Donc, justifier sa présence, c'est la cote pour le montage de la vis. D'accord? Et après, on va faire les chaînes de cote. Les chaînes de cote, il faut repérer d'abord les surfaces terminales qui encadrent la cote condition. On connaît, comme on l'avait fait dans le cours spécial. Tu prends, voilà, cette surface terminale, c'est la surface de 8. Cette surface terminale, c'est la surface de 17. D'accord? Il y a encore une surface de contact entre 8 et 9 ici. Tu tires. Donc en bas de 8, surface terminale 8, tu mets encore surface et tu mets encore 8 et 9, surface de contact. Donc on recherche toutes les surfaces de contact. Ici aussi, il y a une surface de contact entre 17 et 9. Ici, ce sont les surfaces terminales. Donc tout, ici aussi, une surface de contact entre 6 et 8. Donc rechercher tout. Ici, là, c'est la surface terminale de 15. D'accord? Ici, il y a une surface de contact. Ici, il y a une surface de contact. Voilà, toutes les surfaces de contact, on doit rechercher. Ici, il y a une surface de contact. D'accord? Donc, surface de contact entre 19 et cette pièce-là. Tu vois? Et donc, 11. Parce que ici, c'est 11. Ici, c'est 11. Ici, surface de contact. Ici, surface de contact. Ici, surface de contact. Là, vous recherchez toutes les surfaces de contact, vous tirez comme ça.